On continue aussi avec la course à la monnaie numérique qui est lancée. Hein. Donc là, on parle des CBDC. Hein. Donc c'est les stablecoins des banques centrales. Donc vous voyez, hein, c'est le nouveau rapport de PwC qui est sorti cette semaine. Donc 80% des banques centrales sont en train de réfléchir à lancer ou ont déjà lancé un CBDC. Ça vous montre vraiment l'importance de la chose. C'est-à-dire que tous les mecs qui disaient ouais, mais bon, le cash, et puis de toute façon on a déjà des acteurs comme PayPal et tout ça, la monnaie numérique ça existe déjà. Et Dieu sait que j'en ai entendu sur les plateaux pendant longtemps un certain nombre de personnes dire ça. Et ben vous voyez que ça intéresse quand même massivement les banques centrales. Et dites-vous bien une chose, c'est que si ça intéresse massivement les banques centrales, c'est parce qu'il y a un intérêt qui est plus que celui juste de dire ah c'est un secteur qui a le vent en poupe, faut qu'on y soit parce que sinon on pourra pas le réguler et ça va poser des problèmes. C'est parce que la majorité des banques centrales ils voient quand même des intérêts, des capacités de surveiller, d'optimiser le fonctionnement de l'argent, de cibler les politiques monétaires, ce genre de choses. Donc c'est des choses qui reviennent assez souvent. Donc là vous voyez, vous avez le top 10 des projets retail de CBDC. Hein. Donc vous avez le Nigeria qui est en qui est en première place, alors qu'ils avaient rien lancé en 2018, ils sont allés en 2021, d'accord, mais ils sont très très vite montés. Après vous avez le Bahamas, vous avez la Chine, avec là aussi les deux pays qui ont vraiment un CBDC qui marche bien, c'est le Nigeria et la Chine. Vraiment, il y a une vraie traction, ce genre de choses, on le verra juste après. Vous avez la Jamaïque après. Après, vous avez les Caraïbes, l'Ukraine, l'Uruguay, la Thaïlande, la Suède et la Corée. Ce que vous voyez d'intéressant, c'est quoi? C'est que la plupart des pays qui ont un CBDC qui marche, c'est quoi? Ou qui ont des CBDC qui sont lancés, c'est des pays en voie de développement. Pourquoi ça? Parce que le CBDC, c'est un super moyen d'éviter la fraude. C'est un super moyen de faciliter la vie des gens. Et c'est des gens qui souvent n'ont pas accès à un système bancaire, ces gens-là. Donc ils n'ont pas la capacité d'aller dans leur banque et de dire ah on m'a viré un chèque, voilà c'est détenu dans le compte de ma banque, ce genre de choses. Il y a un problème de bancarisation de ces acteurs-là. Alors le fait d'avoir un CBDC et de stocker sur une adresse son argent qui est donc détenu entre guillemets dans les comptes de la banque centrale en direct, d'accord? Parce que quand vous êtes sur un CBDC, généralement c'est géré par la banque centrale, donc vous êtes directement vos fonds dans la banque centrale. Ça peut être dérangeant parce que ça veut dire que le secteur bancaire, il perd de la puissance. Mais ça vous montre que dans tous ces pays où les secteurs bancaires ont eu du mal, ou alors les secteurs bancaires sont corrompus, ou ce genre de choses, bah ça permet aux acteurs et aux habitants de ces pays d'aller sur une nouvelle technologie qui va permettre un développement. Et n'oubliez pas une chose, c'est que pour avoir un développement économique, il faut quand même avoir une stabilité au niveau de la monnaie sous-jacente, avec une inflation qui est limitée, une déflation qui est limitée, et des choses qui sont stables et un respect des règles. Et donc ça c'est très très intéressant parce qu'un CBDC c'est très carré, ça appartient à telle personne qui est dans telle wallet, vous pouvez acheter tel truc avec, enfin c'est très carré, c'est pas du tout comme la monnaie classique papier, qu'on peut vous voler, vous machiner. Alors même si on peut vous voler un CBDC, mais vous avez beaucoup de contrôle. En Chine et au Nigeria, par exemple, ils ont des procédures pour blacklister certains tokens qui auraient été dérobés, ce genre de choses. Donc il y a quand même des choses qui sont intéressantes derrière. Donc ça c'est intéressant. Vous voyez qu'après les deux pays qui ont avancé et qui sont des pays plutôt développés, c'est la Suède, qui est un pays qui est structurellement avec une utilisation du cash qui est très très faible, donc qui est avide de ces nouvelles technologies et justement qui cherche des substitutions au cash de plus en plus et des choses qui sont utilisables très facilement, surtout dans le domaine du supermarché de quartier ou de la boutique de quartier. Or, c'est vrai que si vous voulez payer avec PayPal dans une boutique de quartier ou ce genre de choses, tout de suite pour le commerçant, les frais vont être élevés. L'avantage du CBDC, c'est que c'est comme de la monnaie classique, c'est la banque centrale qui gère les transactions, donc vous pouvez pouvoir avoir des frais de transaction qui sont très très faibles, et ça peut être très intéressant pour les commerces physiques d'utiliser des CBDC du coup, et d'avoir quelque chose d'intéressant. Vous avez la même chose en Corée, qui est un pays qui est quand même très cryptoisé depuis quelques temps, donc vous voyez que ça c'est intéressant. Donc là on voit, vous avez le Nigeria, donc vous avez 666 000 wallets qui ont été créés, d'accord.
Vous avez plus de 35 000 transactions qui ont été faites, ce genre de choses. Vous avez 90% des transactions qui sont de personnes vers business ou de business vers personne. Donc ça, c'est vraiment des choses intéressantes. Ce que nous dit la Banque centrale nigériane, c'est que c'est un très bon support, le e-Naira, pour permettre aux entreprises de faire des achats et des remboursements et tout ça avec des acteurs qui sont très éloignés des centres urbains, ce genre de choses, et qui n'ont que des téléphones mobiles. Donc ça, c'est des choses qui sont très très intéressantes. Et du coup, il y a vraiment quelque chose qui est vraiment très 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 intéressant. Ce qui est aussi intéressant, c'est quoi? C'est que la Banque centrale nous communique sur le fait que le INERA est aussi utilisé à l'international. Vous le voyez là. Il y a plus de 160 pays dans lesquels on a déployé le wallet avec le INERA. Pourquoi? Parce que vous vous retrouvez avec des entreprises qui ont l'habitude de travailler avec des entreprises nigérianes et qui, au lieu de passer par un système bancaire très complexe, eh ben en fait, elles vont acheter du INERA, d'accord, à la banque centrale. Donc c'est déjà plus simple de dialoguer avec une banque centrale pour acheter une devise qu'avec une banque. Et après, elles vont utiliser leur INERA pour payer les biens et les services qu'elles consomment au Nigeria. Et donc ça, c'est intéressant. Par exemple, Orange, qui travaille un peu au Nigeria, utilise INERA pour certains de ses fournisseurs. Donc ça, c'est des choses qui sont intéressantes. Hop là, pardon. On a aussi en Chine. Donc là, en Chine, c'est beaucoup plus développé qu'au Nigeria. Je pense que ça a beaucoup moins d'impact à l'heure actuelle sur l'économie chinoise, le yuan digital, que sur l'économie nigériane, le INERA. Mais par contre, ça vous montre bien ce qu'on peut faire. 261 millions de wallets. Donc déjà quasiment, on va dire 20% de la population chinoise de convertis. Un peu moins, 18, d'accord. 13,6 milliards, 7 milliards de transactions, donc c'est déjà très important. 12 cités qui sont couvertes, donc on n'est pas encore sur un truc déployé au niveau national. 300 000 $ de dépenses journalières pendant les Jeux Olympiques avec ce ICNI, d'accord. Donc ça, c'est des choses intéressantes. Et là où c'est très intéressant, c'est la capacité de la Banque centrale chinoise à aller driver des utilisations. Donc par exemple, ce que la Banque centrale chinoise fait, c'est du yuan digital utilisable pour une seule fonction. C'est-à-dire par exemple, vous avez le gouvernement local qui dit faut relancer le secteur de la restauration. Et ben il y a une capacité dans ces villes-là d'aller créer du yuan digital qui n'est utilisable que dans les restaurants. C'est un sous-yuan digital et vous pouvez l'utiliser que dans les restaurants. Et du coup, vous allez aller au restaurant plus parce que l'utilisation est que là. Et donc ça, c'est une capacité de vous amener de la politique monétaire et de driver cette politique monétaire. Et ça, c'est des choses qui sont très très intéressantes parce que c'est sûr que si vous êtes à même de définir que vous voulez que tel produit soit utilisé pour telle chose, c'est des choses qui peuvent être intéressantes. Ça peut être intéressant aussi pour limiter les fraudes. C'est-à-dire que si, par exemple, la Banque centrale émet 100 millions de yuan qui servent dans la ville de Yunnan, par exemple, à faire redémarrer les restaurants. La mairie locale et tout ça, ils peuvent pas détourner ces yuan digitaux. C'est pas possible, parce que s'ils les détournent, ils peuvent les utiliser que pour aller au restaurant. Donc ils n'ont pas une capacité, si vous voulez, de créer un détournement. Et donc ça, c'est intéressant, parce que ces CBDC, ils permettent de réduire la corruption, parce qu'en donnant une utilisation spécifique aux CBDC, ça fait que le détournement des aides publiques est beaucoup plus complexe. Beaucoup plus complexe. Alors après, il y a toute une architecture à mettre derrière pour avoir toujours une simplicité d'utilisation, d'accord? Mais c'est des choses qui sont beaucoup plus complexes. Là, on a la même chose. Vous avez les stablecoins, donc qui sont des concurrents au CBDC. Donc ça, je vous l'ai déjà expliqué. Pourquoi est-ce que les stablecoins s'appelaient beaucoup? Parce que ça permet de s'exposer quand on est en bear market sur les cryptos à de la monnaie solide comme du dollar ou comme de l'euro. C'est intéressant pour l'Europe et les États-Unis parce que ça permet d'exporter leur monnaie dans d'autres pays et donc de digitaliser, de dollariser ou de euroiser ces pays-là. Alors pour le moment, c'est plutôt dollarisé parce que la plupart des stablecoins sont quand même des stablecoins dollars. Donc, mais par contre, ce que vous voyez qui est intéressant, c'est ce que je vous dis depuis un certain temps, c'est la manière dont sont construits ces stablecoins. Donc vous voyez, TTR, vous avez
un peu moins de 40% de cash, d'accord. Vous avez après du commercial paper, du corporate bond, du secure loan et other. Vous voyez que l'USD coin, vous avez majoritairement du cash, d'accord, et des deposits et des banques deposits avec des treasury bills. Après, vous avez des Yankee CDS et après vous avez du commercial paper mais très très faible. Et vous voyez que par exemple Binance, là vous êtes quasiment à 100% sur des treasuries. Donc ça veut dire que entre guillemets, si vous voulez réfléchir, le stablecoin le moins risqué, c'est le stablecoin de Binance. Après, il est risqué. Pourquoi? Parce qu'il est lié à Binance, qui est une plateforme qui est hackable, ce genre de choses. Et donc effectivement, il peut y avoir un problème si Binance perd des licences ou si Binance est accusé de fraude, ce genre de choses. Et vous voyez que Tether est le plus dangereux parce que c'est celui où il y a le plus de commercial paper. Et après, vous avez le DAI. Le DAI, c'est un peu différent parce que c'est un ersatz, c'est-à-dire que vous avez du dollar avec de l'USD, d'accord. Vous avez de l'ETH et vous avez du Bitcoin et d'autres cryptos. Donc en fait, c'est un savant mélange entre des cryptos fortes comme Ethereum et Bitcoin, des cryptos un peu plus faibles et du stablecoin dollar, USD coin et Pax dollar.